On voit ici donc le fleuve Araxe, qui fait la frontière entre la Perse d'un côté et l'Empire ottoman de l'autre. Et tous les noms qu'on voit ici, ce sont des noms d'établissements religieux arméniens, des monastères, des couvents, des églises, etc. Donc qui montrent la densité de l'implantation arménienne dans toute la région. Ça c'est le lac de Van, donc en Turquie actuelle, et au bout là-bas c'est le Bosphore. Donc vous avez ici tout l'Empire ottoman asiatique, et là, la Perse. Cette carte date donc de 1691. Peu de temps après, la présence arménienne en Italie a reçu un coup de fouet avec l'installation dans l'îlot de Saint-Lazare, donc dans la lagune de Venise, de l'ordre des mékitaristes. C'est un ordre catholique arménien fondé par un abbé originaire de Sébaste, en Asie mineure, Mechrital de Sébaste. Et cet ordre des mékitaristes a été l'un des plus grands moteurs culturels arméniens hors d'Arménie. Ils avaient une activité, alors ces mékitaristes avaient une activité éditoriale, de recherche, dans tous azimuts, de traduction, de cartographie. Voilà par exemple, ça c'est une carte publiée de l'Asie mineure, éditée par les mékitaristes en 1776. Donc on avait vu le livre du vendredi, ou le Patakit, qui était le premier livre arménien imprimé à Venise en 1512. Le même imprimeur, donc on a imprimé 4 autres. En voici 2. 2 autres, donc qui datent de 1513, imprimés à Venise toujours par ce Ragop Merabacht, c'est-à-dire Jacques le Pêcheur. La présence arménienne en Italie a eu comme corollaire la présence en Crimée. Parce que la côte sud-est de la Crimée était au XIVe siècle aux mains des Génois. Et les Génois étaient très familiers, les Arméniens, à cause du commerce originaire de Cilicie. Et là, on voit justement 2 manuscrits assez extraordinaires, copiés en Crimée, à plusieurs siècles d'écart. Celui-ci est de 1360, celui-ci est de 1689. Alors, celui de 1360 est un lectionnaire, et cette page est assez extraordinaire. Donc la miniature représente la nativité, avec l'adoration des bergers, et là, les 2 lettres, les 2 premières lettres ornementées, en fait, représentent 3 bergers. Ce sont les 3 bergers, on voit l'un en vert au-dessus, l'un ensuite qui présente un agneau en bleu et rouge, et ensuite l'un en rouge qui prépare en fait l'arme du sacrifice. Et il y avait 2 grands fiefs arméniens en Pologne, c'était surtout alors Lvov, et de manière secondaire Kamenets-Podolski. Tous les 2 sont maintenant en Ukraine d'ailleurs, hein. Mais à l'époque faisaient partie du royaume de Pologne. Et Lvov d'ailleurs est le 4e lieu d'édition arménien au monde, après Venise, Constantinople et Rome. Voici ici un exemplaire du premier livre arménien publié à Lvov en 1616. Donc 4e lieu d'édition arménien. Ce manuscrit à côté a été copié à Kamenets-Podolski, donc l'autre, disons, fief arménien en Pologne, au début du XVIIe siècle. Et vous voyez, c'est encore tout à fait le style des manuscrits traditionnels, avec une première ligne en lettres anthropomorphes. Hein, ce sont des personnages qui représentent les lettres. Alors là, un témoignage éloquent de la présence arménienne en Italie, c'est qu'on appelle en arménien Khachkal, c'est-à-dire pierre-croix. C'est donc une pierre, une croix donc sculptée sur marbre. C'est très rare parce qu'il n'y a pas de marbre en Arménie. Mais là, elle était sculptée à Rome. Et elle est datée ici. On lit I, c'est-à-dire en, E-N. Et là, les 4 lettres, il faut les remplacer par leur valeur numérique. Donc c'est 695. 6e centaine, 9e dizaine, 5e unité. Comme il faut ajouter 551, ça vous fait 1246. Donc, alors Tevis Hayots, c'est-à-dire donc 645 de l'ère arménienne, c'est-à-dire 1246. Et là, alors ici, vous avez c'est intéressant du point de vue écriture, là j'ai 3 lettres ligaturées. C'est-à-dire 3 lettres qui sont ensemble. Alors, Ganknet, c'est-à-dire, et Ganknet, c'est-à-dire a été érigé. Voilà. Ce Rachkal, etc.
Donc la date est donnée dès le début, 1246. Donc c'est une croix érigée par les Arméniens de Rome au milieu du XIIIe siècle, avec en dessous, n'oublions pas quand même, une consécration en latin. Hein, on était quand même dans le fief de la latinité à Rome. Donc voilà, ces trois communautés arméniennes médiévales les plus importantes. Plus tard, au XVIIe siècle, s'est ajoutée alors une quatrième colonie arménienne, alors qui elle est tout à fait étonnante, à la fois par la manière dont elle s'est créée et par ses réalisations. C'est en Iran, à Ispahan, qui était à l'époque la capitale des Shahs perses, au début du XVIIe siècle. Donc au XVIIe siècle, l'Arménie était partagée entre l'Empire ottoman d'un côté et la Perse safavide de l'autre, qui étaient ennemis évidemment, les uns étant sunnites, les autres chiites, et l'Arménie était régulièrement ravagée par les guerres entre ottomans et perses. Au début du XVIIe siècle, le Shah de Perse s'appelait Abbas Ier, et il a décidé de laisser aux Ottomans une terre brûlée dans la vallée de l'Arax. Donc il a déporté de force toute la population arménienne de la vallée de l'Arax aux abords de sa capitale, Ispahan. Donc en 1605, ça a été une déportation épouvantable, plusieurs centaines de milliers de personnes, dont plus de la moitié a péri en route. Mais ceux qui sont arrivés à Ispahan, le Shah les a installés de l'autre côté de la rivière qui formait la frontière de sa capitale, et là ils ont fondé une ville qui maintenant est un quartier d'Ispahan, qui s'appelle la Nouvelle Julfa. Pourquoi la Nouvelle Julfa? Parce que la plupart étaient originaires d'une ville qui s'appelait Julfa, sur l'Arax. Donc ils ont fondé la Nouvelle Julfa, et, alors ça qui est extraordinaire, c'est dans l'espace de quelques décennies, la Nouvelle Julfa est devenue le pilier, disons, du commerce est-ouest. Les Djourayetsi, comme on appelait les habitants de la Nouvelle Julfa, avaient des comptoirs qui allaient de Cadix jusqu'à Manille, Batavia. Alors les Djourayetsi, donc les habitants de la Nouvelle Julfa, ont développé même des arts qui étaient jusque-là peu connus, voire inconnus, chez les Arméniens. Par exemple, la gravure sur cuir. Voilà, ce sont des manuscrits reliés en cuir et avec donc toujours des inscriptions. C'est-à-dire que le relieur mettait son colophon, mettait son mémorial, son nom, la date, etc. Et ça, c'était donc une technique qui était, dont on n'a pratiquement aucun exemple avant les Djourayetsi en arménien. L'essor culturel donc des Djourayetsi, à la fois à la Nouvelle Julfa et à l'extérieur, a été une explosion. Donc la déportation a eu lieu en 1605-1606, et voilà, dès 1609, voilà le genre de manuscrits qu'on trouvait illuminés à la Nouvelle Julfa, 3 ans après la déportation. 3 décennies après la déportation, une imprimerie a été créée à la Nouvelle Julfa. Et voici un exemplaire du premier livre imprimé, qui est non seulement le premier livre arménien imprimé à la Nouvelle Julfa, mais le premier livre tout court imprimé en Iran. Parce que l'imprimerie persane n'existait pas encore. Donc c'est le tout premier livre imprimé en Iran. On caractérise relativement facilement les manuscrits provenant de la Nouvelle Julfa. Ils sont d'abord beaucoup plus pleins, beaucoup plus remplis d'illustrations, plus chargés, disons. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un reproche. Hein. Là, par exemple, vous voyez cette représentation de la Jérusalem céleste, ici, qui est représentée dans l'Apocalypse. Et alors, celui-ci, c'est alors vraiment un des chefs-d'œuvre de la miniature chargée, c'est assez extraordinaire. Et c'est un style tout à fait différent donc des manuscrits antérieurs, et il n'empêche qu'il a du style assez extraordinaire. Hein. C'est un évangile, donc copié à la Nouvelle Julfa, en 1610, donc 4 ans après la déportation. 4 ans après la déportation.